Bonjour et bienvenue aujourd'hui pour cette suite de guidage de lecture sur le livre 7 parle. Donc aujourd'hui on va encore beaucoup parler de la conscience. Je vous donne juste un petit résumé de ce qu'on a vu la dernière séance. 7 parlait de l'identité profonde, hein, qui forme à la fois l'ego interne et l'ego externe. Il réinsistait fortement sur la notion de personnalité multidimensionnelle et indiquait que c'était vraiment un thème qu'il voulait aborder très tôt dans le livre. Il faisait la comparaison entre un visiteur qui venait visiter à New York l'Empire State Building et donc qui allait visiter un bâtiment que les New-Yorkais eux-mêmes ne visitaient que rarement, en indiquant que lui-même, finalement, il visitait notre réalité physique un petit peu de la même manière et qu'il pouvait donc avoir accès ou qu'il allait voir en tout cas certains éléments, hein, il les appelait des structures psychologiques et psychiques auxquelles nous-mêmes nous ne prêtions pas attention quand nous étions baignés dans cette réalité physique. Et il espérait du coup aller plus loin que juste nous faire remarquer ces petites différences, puisque il indiquait vouloir nous aider, nous permettre d'apercevoir notre identité plus vaste qui est la nôtre. Voilà, on était donc à cet endroit-là, page 39. Et à l'endroit où je m'étais arrêté, eh bien c'est le moment où Seth a fait une pause. Donc il dit voilà doucement, vous pouvez faire une pause. 22h07. Et donc nous arrivons au commentaire de Robert qui va indiquer que Jen sort de transe facilement et rapidement. Elle ne s'est rendue compte, dit-elle, ni de son débit, ni du temps écoulé. Il y a eu à peu près 1 heure depuis le début de la séance. Donc là, c'est la deuxième séance pendant laquelle Seth dicte son livre. Elle a eu l'impression que le message de Seth était très condensé, orienté vers le lecteur, et qu'il essayait de transmettre ses idées de la manière la plus claire et la plus concise possible. Voilà, donc comme j'indiquais, Jen a beaucoup de ressenti en fait, hein, puisque Seth ne communique pas à travers elle en lui envoyant directement des mots ou des phrases, mais plutôt des émotions, des intentions. Et c'est finalement elle-même qui est son contact physique dans la réalité physique, qui va mettre en place les mots, les phrases, une par une. Et Et donc, elle peut avoir des sensations comme ça, vraiment sur la manière dont le message est transmis à l'origine, et comme si elle était elle-même finalement spectatrice du message qui sort, hein. Donc avec ces impressions, donc là, comme elle dit, voilà, un message très condensé, orienté vers le lecteur, hein. Et donc Robert continue les commentaires en indiquant que Jen me dit maintenant qu'elle était très fatiguée avant la session. Elle reprend de la même manière à 22h29, hein, donc il y a à peu près 22 minutes de pause. Donc ça illustre aussi, là, je trouve, le rythme, hein, qu'ils ont après 7 ans de sessions 2 fois par semaine. Il commence autour de 9h. Pendant 1 heure non-stop, elle a dicté quasiment tout ce que j'ai expliqué à la dernière session, à peu près. Et puis, elle fait une pause quand même, donc voilà, une vingtaine de minutes. Et elle continue ensuite, donc enfin c'est Seth du coup, hein, qui continue, qui reprend la parole. Le moi que vous connaissez n'est qu'un fragment de votre identité globale. Donc là, il réaffirme sous une autre forme la notion de personnalité multidimensionnelle. Donc, voilà, pour référence, vous pourrez regarder le schéma que j'avais indiqué dans les dernières sessions. C'est donc voilà, le fait que ce que nous prenons
pour nous-mêmes, hein, le moi que nous pouvons percevoir, 7 réaffirme clairement que ce n'est qu'une petite partie, finalement, de ce que nous sommes. Hein. Voilà, il va marteler plusieurs fois, vraiment fortement, cette indication, puisque comme nous n'y avons pas accès directement, ça peut paraître assez fou, assez aberrant par rapport à notre vécu quotidien. Et il poursuit, ces moi fragmentaires ne sont cependant pas enfilés comme les perles d'un collier. Hein. Là, moi j'ai cette image vraiment du fil avec les perles qui se succèdent, hein, donc quelque chose de linéaire, si je comprends bien. Alors, peut-être également cyclique, hein, si on imagine un collier fermé. En tout cas, quelque chose d'assez figé. Euh, Même j'ai l'impression là que il évoque le temps linéaire tel que nous pouvons le percevoir, avec ces différentes personnalités qui vont se suivre les unes après les autres. Et c'est en général d'ailleurs, je pense, l'image qu'on a quand on parle de réincarnation, hein, pour les personnes en tout cas qui ont ces notions-là. On a cette image d'une perle qui serait une vie. Il faut qu'elle s'arrête à un moment donné. Il y a une petite pause, hein, donc c'est l'espace entre les perles, avant de renaître et puis d'avoir voilà une nouvelle expérience, etc. Donc des perles qui se succèdent ainsi. Bon, bah là, en tout cas, avec cette image-là, il me semble que Seth va continuer avec des images, comme il le fait régulièrement, d'essayer euh, en passant par le côté intellectuel et en même temps un petit peu émotionnel, de nous faire réfléchir sur ce que sont nos moi, hein, nos différents moi. Et donc en précisant voilà cette notion que ce n'est pas linéaire en tout cas. Et il va compléter en précisant qu'il ressemble, hein, tous ces différents moi, plutôt aux différentes couches d'un oignon. Donc là on voit qu'il y a effectivement quelque chose de très imbriqué avec cette superposition de différentes couches. Ou également, il compare au quartier d'une orange. Donc là, on est plus avec un centre un petit peu commun, tout est relié, et des tranches hein, qui vont partir donc sur le côté, qui un petit peu comme les tranches, des parts de gâteau, mais en même temps quelque chose vraiment en 3 dimensions. Et il précise l'image, l'intention qu'il souhaite donner en disant que tous ces moi sont tous connectés par une vitalité unique, qui s'épanouissent dans différentes réalités tout en jaillissant de la même source. Donc là, il y a plusieurs notions qui me semblent importantes. Donc c'est cette notion de vitalité unique, hein, on revient à la notion d'entité, de moi global. Donc voilà, les couches d'un oignon, on sait bien il y a euh, un seul pied vivant, une seule plante hein, finalement dans ce bulbe, mais qu'il y a toutes ces différentes feuilles qui sont déjà formées, hein, différentes couches, et qu'il y a donc cette, ce lien particulier qui partent d'une même vitalité, euh, d'une même source, et je pense que l'image est volontairement assez forte dans ce sens-là, hein, vraiment de dire que il y a cette entité globale qui a accès à toutes ces couches, qui forme toutes ces couches, et que ces couches sont vraiment imbriquées. Donc là, si je reprends par rapport à la comparaison du, du collier hein, dont on parlait juste avant, eh ben il y a justement superposition. C'est-à-dire que les expériences que va faire l'entité globale à travers différentes personnalités, différentes vies, eh bien finalement ça peut s'imbriquer l'une dans l'autre. Donc ça laisserait supposer que on n'est pas obligé de terminer une expérience terrestre avant d'en commencer une autre. Donc autrement dit, on peut avoir deux personnalités qui sont vivantes, hein, qui sont en train de vivre deux expériences dans le même temps terrestre, en tout cas tel qu'on peut le concevoir, hein, dans la même période, mais sans doute à un endroit différent, avec des relations différentes, une vie complètement différente. Et donc ces différents mois, Seth dit qu'il y a quand même voilà, cette même source et qu'elles vont s'épanouir
effectivement dans différentes réalités. Hein. Il parle de réalité. C'est pas juste un contexte, ça peut être vraiment des réalités peut-être au sens un petit peu plus large que ce qu'on peut l'entendre de manière générale. En tout cas, il garde ce mot assez large puisque lui, plusieurs fois, il parle de sa réalité. Hein, donc de quelque chose qui n'est pas physique, on peut avoir du mal à percevoir. Donc, voilà, il évoque le fait que notre moi interne, de manière superposée, va donc avoir différentes expériences qui se déroulent entre guillemets dans le même temps, hein, si, dans la notion du temps qu'on peut comprendre en tout cas, mais dans des réalités différentes. Alors il va préciser un petit peu, en tout cas essayer de donner un éclaircissement sur l'image qu'il a donnée, en disant « Je ne suis pas en train de comparer la personnalité à une orange ou à un oignon. Mais je veux mettre l'accent sur le fait qu'ils poussent tous deux de l'intérieur vers l'extérieur. Et que chaque fragment du moi entier agit de même. » Je vais revenir un petit peu voilà, là-dessus. Là, c'est une phrase qui me semble intéressante quand même. Donc, il réutilise des mots qu'il a utilisés avant, hein, intérieur, extérieur. Il en a beaucoup insisté. On en avait parlé dans la séance précédente, l'ego interne, l'ego externe. Il y a donc effectivement cette source de vitalité, comme il vient de l'exprimer, hein, qui est à la source par exemple de l'oignon. Hein. Moi, c'est vrai que l'image de l'oignon me parle bien, avec ces différentes couches, on voit bien cette superposition, cette construction en trois dimensions, avec quelque chose qui est vraiment vivant à l'intérieur. Hein. Bon, moi, je suis biologiste à la base, donc je sais que c'est vraiment le bourgeon, la partie vivante, là où les cellules se reproduisent, et puis après là où elles vont grandir, qui est au cœur, hein, de ce bulbe. Donc il y a ce côté vivant, cette vitalité dont il parle. Et à partir de là, petit à petit, ça va construire des couches qui vont s'écarter petit à petit du centre, donc construire quelque chose, et effectivement vivre leur propre expérience. Si on fait, c'est pas une marque, voilà, sur l'oignon, sur la tranche extérieure, on donne un petit coup de couteau, eh bien, cette couche-là va être marquée, va avoir une cicatrice, une blessure en tout cas, qui lui est propre à son expérience, à sa vie. Et ça peut ne pas vraiment avoir de conséquences sur l'ensemble de l'oignon. Hein. Donc voilà, cette image de l'oignon, en tout cas, me parle assez bien pour moi, et ça reprend cette notion. Hein. Donc le plus important dans ce que Seth indique dans son message, c'est ce qui vient de l'intérieur. C'est la source. Hein. C'est vraiment l'origine de ce que nous sommes. Le lien le plus profond. Hein, l'origine de nos rêves, de notre intuition, le contact avec notre entité plus grande. Et donc là, ce serait voilà, ce qui donne naissance, ce qui pousse à la vie de cet oignon. Et ça pousse donc petit à petit, comme ça, comme j'ai expliqué, petit à petit vers l'extérieur, avec donc chaque couche qui va petit à petit avoir son propre, voilà, sa propre évolution, son propre fonctionnement. Mais ce qu'il indique également, hein, si vous avez bien entendu la fin de la phrase, il avait dit que chaque fragment du moi entier agit de même. Et là, il vient de dire que le moi que vous connaissez est un fragment de votre identité. Donc, ce qui est valide à l'échelle de notre moi global que nous ne pouvons pas percevoir, donc là, dans cette image-là, nous serions, nous, donc moi, Laurent, en train de vous parler, je suis uniquement une petite couche d'un oignon global. Voilà, c'est la première partie de la phrase. Bon, donc ça, à la rigueur, bon, intellectuellement, on peut essayer de le comprendre, de l'imaginer, très bien. Mais là, ce qu'il vient de dire, c'est que ce fragment-là, moi-même, Laurent, je suis également un oignon. Je fonctionne de la même manière. Donc il y a quelque chose en moi d'intérieur qui serait porteur d'une vitalité particulière et qui va créer
je sais pas si le mot est bon, mais en tout cas, euh, à partir de cet intérieur, il y a des éléments extérieurs qui vont venir se développer. Hein, il parle de pousser. Là, il dit, l'image qu'il prend de l'orange ou de l'oignon, c'est que ça pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, de mon moi aussi, de ma personnalité propre. Et là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué parce que on ne voit pas directement ce que ça peut représenter dans notre vie. Euh, Moi-même, je n'ai pas de sensation physique, en tout cas dans ce que mes sens perçoivent, d'avoir des sortes de couches qui vont naître d'un intérieur à moi, qui serait ma source de vitalité, de vie, appelez-le comme vous voulez, et qui vont donc petit à petit devenir indépendants, vivre leur propre expérience. Hein. Là, c'est quelque chose d'un petit peu plus confus. Alors, là, bon, je peux déjà un petit peu anticiper, c'est des éléments qu'il va expliquer plus tard. De ce que je comprends, là, il va parler notamment des moi probables, parallèles. Hein, donc les vies parallèles, il me semble que j'en avais déjà parlé dans les sessions précédentes. C'est aussi ce que la physique quantique explique, c'est qu'en fait, il y a plusieurs mondes parallèles. Oui, j'en avais parlé avec les films, voilà, les films de science-fiction. Il y en a pas mal qui sortent en ce moment sur les multivers, sur des réalités parallèles et des choses comme ça. On se rend compte qu'il y a donc des éléments qui sont présents autour de nous, mais que nous ne percevons pas. Hein, je donne un autre exemple de film, si vous ne l'avez pas vu, il peut être intéressant. Valérian et la cité des mille planètes, si je ne me trompe pas du titre. Un film assez ancien, enfin ancien, je sais plus, oui, il a peut-être 15 ans, 10-15 ans. Et dans une des premières scènes, ils sont dans un marché où, en fait, les humains qui sont là dans le marché, eux, ils perçoivent juste, c'est un grand désert. Alors c'est amusant parce qu'il y a au milieu du désert, voilà, on les dépose avec des bus, il y a un grand désert absolument vide, avec entouré par une muraille et des personnes qui sont là pour, il y a des tours de guet, ils surveillent avec des canons, des fusils. Donc la zone est vraiment réglementée. Et en fait, avant de rentrer dans la zone, on va leur donner un casque qui va leur donner accès à d'autres sens, en fait, qui leur permettent de percevoir à travers le casque la réalité parallèle qui est présente au même endroit. Et c'est comme ça qu'ils vont visiter un marché qui est présent au même endroit, mais que leurs sens physiques initiaux ne perçoivent pas. Et ils vont comme ça pouvoir faire des achats dans ce marché. Et il existe ensuite après une machine qui va basculer, qui va changer de réalité. Donc au fur et à mesure qu'ils font leurs achats, je ne sais plus exactement comment ça se passe, je crois euh, c'est comme s'ils passaient commande, et après, au moment où ils sortent du marché, leurs objets sont comme transférés, en fait, dans leur réalité. Voilà, donc cette partie du film, moi, je la trouve vraiment très bien illustrée sur ce que peut être un monde parallèle. Euh, voilà, ça explique vraiment, parce qu'ils sont là, ils ont peut-être aussi des gants, je crois, pour toucher les objets. Oui, ça peut peut-être être ça. Donc ils ont besoin, en tout cas, on leur rajoute des sens, en tout cas. Hein, c'est ça vraiment l'image, des gants pour le toucher, des casques pour la vue. On pourrait imaginer qu'il faut rajouter voilà, un nez particulier pour sentir les odeurs du marché et un casque audio pour entendre les sons particuliers. Bon, c'est sans doute déjà compris dans le casque, d'ailleurs, je crois, au niveau du son. Il y a besoin voilà, d'une interface pour avoir accès à autre chose. Et j'ai l'impression qu'on parle de ça, là, quand on est dans cet oignon que moi je saurais, par exemple, hein, à cet instant précis, c'est qu'effectivement, il y a différentes couches que je ne perçois pas de moi, qui sont en train de vivre d'autres expériences en parallèle, ou même euh, dans des univers probables. Donc là, voilà, la différence entre parallèle et probable, on y reviendra un petit peu plus tard, mais en tout cas,
d'autres réalités. Et donc un autre Laurent, qui ne s'appellerait sans doute pas Laurent, qui serait peut-être une femme, qui serait plus ou plus jeune, qui ne vivrait pas à l'endroit où je suis. Et ça, il y en aurait des centaines, voire des milliers, voire une infinité. Donc j'ai l'impression qu'il part de ça. En tout cas, juste avec cette simple phrase, chaque fragment du monde entier agit de même, pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Bon. Il est en tout cas toujours en train d'essayer de définir euh, qui nous sommes, hein, à travers son exemple à lui, puisque le premier chapitre, il parle de lui, mais c'est vraiment pour nous dire que nous fonctionnons de la même manière, hein, que toutes les consciences, toutes les entités ont le même fonctionnement. Et après, il revient donc à effectivement une explication pragmatique de ce que nous sommes en train de vivre en disant que vous observez l'aspect extérieur des objets. Il vient de dire qu'on pousse de l'intérieur vers l'extérieur, et après il dit, bon bah vous finalement, vous n'avez accès que à cette couche extérieure, finalement, qui serait ce que l'on peut percevoir de la réalité physique avec nos sens physiques. Il y a cette liaison réalité physique euh, qui sont liés à ces sens particuliers qui sont adaptés à cette réalité physique. Bah, d'ailleurs, il le précise, voilà la phrase suivante. Grâce à vos sens physiques, vous pouvez percevoir des formes extérieures auxquelles vous pouvez réagir. Mais il vous oblige à percevoir la réalité de cette manière-là. Quand il dit la réalité, c'est bien la réalité au sens large, donc pas uniquement la réalité physique. Donc là, il dit qu'on perçoit quelque chose, des formes en tout cas, extérieures, qui correspondent à nos sens physiques. On peut agir avec eux, mais nos sens nous obligent, nous limitent, à uniquement voir la réalité sous ce biais, sous cette déformation de la réalité physique. Il continue d'ailleurs en indiquant que la validité qui se trouve à l'intérieur de la matière et de la forme est beaucoup moins apparente. Là, il parle de validité. Donc il y a quelque chose, il en avait déjà parlé, il me semble, quand il parlait des rêves, par exemple. Il indiquait que les rêves sont parfois beaucoup plus, finalement, proches de la réalité, sont plus, il disait, si je me souviens bien, nous sommes plus, vous êtes, si il parle à nous, vous êtes plus sage quand vous êtes en train de rêver. Parce que vous avez accès à, finalement, une réalité plus large qu'uniquement quand vous êtes réveillé avec vos sens physiques. Là, ils utilisent le mot de validité. Donc, la réalité auquel nous avons accès, si nous pouvions percevoir ce qui est à l'intérieur, est beaucoup plus valide que uniquement cette forme extérieure. Donc, on tourne autour du même sujet. Voilà, il n'y a pas vraiment grand-chose de nouveau. Simplement, il explique de manière différente, il apporte des nouvelles images pour continuer à alimenter à la fois notre intellect et notre côté intuitif. Donc c'est vraiment dans la lignée de ce qu'il avait proposé en début du livre. Alors il va donner un exemple d'ailleurs un peu plus précis, et là il va revenir sur le mot de conscience, puisque c'est quand même l'origine de l'identité comme il l'avait défini. Et il dit, je peux vous dire par exemple qu'il y a de la conscience même dans un clou. C'est quand même assez étonnant. Bon, on imagine un clou. Là, il y a de la conscience dans ce clou. Bon. Il rajoute, avec toujours son sens de l'humour un peu particulier, mais peu de lecteurs me prendront assez au sérieux pour s'interrompre en pleine phrase et dire bonjour au premier clou venu enfoncé dans un morceau de bois.
effectivement, là, il indique qu'on va trouver de la conscience donc à peu près partout. Là, il donne l'exemple d'un clou, mais ça veut dire que s'il y en a dans un clou, il y en a à peu près partout. Et nous, en tout cas, quand on parle de conscience, effectivement, on aurait envie de réagir, ou d'interagir en tout cas, avec d'autres consciences. Euh, D'ailleurs, là, j'ai un peu cette image par rapport à notre alimentation. On va spontanément faire une sorte de classification, ce qui est plus ou moins conscient. De manière générale, il me semble qu'on va dire, bon bah, il y a les êtres vivants et il y a le monde inerte. Donc dans le monde inerte, c'est tout ce qui est minéral, notamment. Après, il y a les êtres vivants. Donc il y a végétal. Alors je ne sais plus si les algues, les lichens, s'ils sont rattachés. C'est pareil, les bactéries, les virus. Voilà, il y a certaines entités qui sont un peu dans des compartiments un petit peu à part. Là, je sais plus dans les dernières séparations. Où est-ce qu'on au niveau des règnes, où est-ce qu'ils sont arrivés, mais en tout cas, en gros, on a ce qui est inerte, ça, clairement, on le met à part. Et puis après, voilà, tout ce qui est à peu près végétal, donc des choses qui bougent pas beaucoup. Bon, tous les végétaux, euh, les grands végétaux qui utilisent la chlorophylle, donc qui sont verts, tous ceux qui ne l'utilisent pas, donc notamment effectivement les champignons. Et puis après, au-dessus, en général, on parle de au-dessus parce que on, on va mettre justement cette notion de conscience dedans. On a les animaux. Bon, alors, je sais plus, pareil, là exactement comment on va séparer. Je crois que les premiers, ça doit être quelque chose du genre les amibes, les êtres unicellulaires, puis après les annélides, donc tout ce qui est les vers, voilà, des, des entités, en tout cas, qui, si on reprend la théorie de l'évolution, hein, seraient les ancêtres des entités les plus primitives, hein, ce qui les traces encore vivantes de nos jours, qui auraient évolué, ou qui auraient peu évolué du coup par rapport aux premières cellules vivantes qui seraient apparues. Et donc à partir de ces premières entités, ben, on a fait des classifications. Donc là, je les ai plus en tête. Il me semble qu'il doit y avoir les reptiles au-dessus, les oiseaux. Euh, les insectes, ça doit être avant, je sais plus exactement la séparation. Et puis, bon, en tout cas, au-dessus, on a bien sûr les mammifères et l'être humain. Bon, il me semble qu'il doit être dans l'espèce parmi les plus évoluées. En tout cas, voilà, il y a quand même, il y a la conscience. On est capable de faire des choses telles que nous le percevons, qui nous semblent plus importantes que ce que d'autres, que un ver de terre va faire, par exemple. Bon. Donc voilà, on a toute cette classification. Et c'est-à-dire que nous, quand on va manger des aliments, on a aussi quelque chose d'éthique, un rapport à notre aliment, notamment les personnes qui sont végétariennes ou véganes, qui vont dire, bah du coup, bah non, je vais refuser de manger d'autres êtres vivants, mais par rapport à cette notion de conscience en général. Hein, donc on va dire, par exemple, là, il y a des gens qui vont refuser de manger d'autres mammifères. D'autres qui vont refuser de manger tout être animal. Mais quelque part, ils mangent quand même des êtres vivants, parce qu'ils mangent des végétaux. Donc, c'est bien quand même un choix éthique personnel de dire, je vais m'autoriser à tuer et à consommer pour ma propre vie, puisque c'est quand même un cycle. C'est-à-dire, si on ne mange pas, à part effectivement peut-être des personnes qui arrivent à se nourrir vraiment que de prana, de lumière, l'énergie pure. Bon, a priori, si ces personnes existent, elles sont assez rares. En général, les personnes se nourrissent d'autres matières physiques. Et donc, bah, c'est bien des matières euh, essentiellement
vivantes que l'on mange. Hein. On mange quelques minéraux, des sels minéraux, des choses comme ça, mais c'est vraiment quelques micro-pourcentages de notre alimentation. Donc on mange du vivant. On a besoin du vivant pour nourrir notre partie vivante en nous. Mais on voit bien que c'est un rapport particulier à cette conscience hein, qu'on va utiliser. Donc là, Seth nous dit, mais attendez, lui, enfin, tout de suite, justement, il enfonce le clou, pour le dire, sans jeu de mots, parce qu'il dit, mais justement, dans n'importe quelle matière, y compris que vous pensez inerte, il y a de la conscience. Hein, donc quelque part, là, il nous dit que bon, bah, c'est nous, c'est notre propre vision qui fait que nous mettons dans des tiroirs, et ça on aime bien ranger dans des tiroirs. Voilà, il y a les grandes consciences animales, il y a des consciences secondaires, tertiaires, enfin je sais pas comment on les nomme, mais voilà, on va les hiérarchiser en tout cas ces consciences. Et c'est pour ça qu'il dit, bah oui, ce serait quand même étonnant que vous arrêtiez n'importe où pour dire bonjour à tout, puisque tout autour de vous a de la conscience. Donc là, c'est quand même quelque chose, moi je trouve d'assez novateur, en tout cas quand on parle ainsi de la matière inerte. Donc il va continuer son explication, hein, il veut aller un petit peu plus loin, il va dire que pourtant, les molécules et les atomes contenus dans un clou possèdent leur propre espèce de conscience. Ah, donc là effectivement, lui-même il va définir, il dit donc propre espèce de conscience. On voit que c'est une conscience particulière. Il l'avait déjà évoqué quand il avait parlé de Willy, hein, le chat de Jen et Robert, en distinguant déjà que, en expliquant en tout cas qu'il y avait une conscience particulière humaine, en disant qu'elle nous limitait aussi, d'ailleurs, qu'elle nous posait certains soucis de limitation, alors que les animaux avaient une autre type de conscience qui elle-même était plus réduite dans la manière dont ils avaient de percevoir l'environnement, mais qu'une fois qu'on était dans ce cadre-là limité, ils n'avaient plus de limite dans leur propre utilisation de la conscience. Alors que nous, notre conscience, si je traduis avec mes propres mots, était capable de tout, bon, en tout cas beaucoup plus, il n'y avait pas vraiment de limite dans ce que moi j'ai compris dans notre conscience, mais c'est la manière dont nous l'utilisions qui faisait que nous mettions nos propres freins, nos propres limites dans l'utilisation de notre conscience. Donc effectivement, cette aussi va hiérarchiser, visiblement, dans ce que je comprends en tout cas. Hein, je rappelle, dans les guidages de lecture, ce que j'explique n'implique que moi. Hein, c'est ce que je comprends simplement de mes lectures des livres de Seth. Donc, si d'ailleurs il y a des éléments que j'indique dans un guidage de lecture qui vous surprennent, qui vous choquent, ou vous l'avez compris différemment dans le livre, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Hein. Euh, voilà, ça peut être un début de discussion, d'échange, que je comprenne différemment peut-être un passage du livre. Donc c'est voilà, on est dans l'association qu'on a créée, l'association Culture 7. L'idée c'est quand même d'essayer de réfléchir un petit peu ensemble, de voir mais comment est-ce qu'on peut comprendre d'un côté intellectuellement et puis laisser émerger de l'ordre de l'intuitif les explications de Seth. Là en tout cas, elle utilise clairement le mot de propre espèce de conscience pour parler du clou. Donc, il y a bien quelque chose de particulier. Il continue les exemples pour justement détailler. Il dit de même que les atomes et les molécules qui composent les pages de ce livre, hein, de ce que je suis en train de lire, à leur niveau respectif. Hein, donc ils ont eux-mêmes leur propre espèce de conscience à leur niveau respectif. Donc, moi en tout cas, voilà, c'est comme ça que je comprends. Il y a donc des consciences de niveaux différents. Et là, Seth, donc, il détaille effectivement.
en disant que il n'existe rien, en parlant de la matière physique, puisqu'il précise entre tirets, ni corps chimique, ni roche, ni plante, ni animal, ni air. Voilà, on voit qu'il parle effectivement de ce que l'on perçoit autour de nous. Il referme avec le tiret. Donc il n'existe rien qui ne soit rempli de sa propre espèce de conscience. Ça semble donc correspondre effectivement, comme je disais tout à l'heure, bah voilà, on va hiérarchiser. Là, je prenais l'exemple de la manière dont euh, le rapport qu'on a à notre alimentation, mais on peut le retrouver peut-être dans des philosophies, en tout cas, qu'on peut se sentir plus proche d'un mammifère que d'un ver de terre ou d'une plante, par exemple. Donc on a en tout cas une relation qui va s'installer entre différentes consciences, notre propre conscience humaine avec la manière dont elle est composée, ses propres limites, la manière dont on s'en sert en tout cas, et les consciences qu'il y a autour de nous, mais il y en aura donc partout, 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 partout. Et j'avoue que, enfin, je trouve ça assez troublant de se dire que là, par exemple, voilà, je suis en train de tourner un peu mon regard dans la pièce autour de moi. Si je me dis que chaque élément, tout ce que je regarde, tout ce sur quoi mes yeux tombent, y compris dans l'air, puisqu'il y a des atomes et des molécules dans l'air, même si je ne les vois pas, c'est-à-dire que effectivement, euh, tout est conscience, ou en tout cas tout est issu de la conscience. Tout ce que je regarde, tout ce que je peux percevoir autour de moi, a un certain niveau de conscience. Voilà, essayez juste voilà, de réfléchir à ça quelques instants en regardant autour de vous. C'est quand même un petit peu perturbant puisqu'on a quand même un rapport, notamment à la matière inerte, aux objets, qui est complètement différent d'avec un animal ou un autre être humain, bien entendu, encore plus. On a quand même juste l'impression de se dire, bon, bah, voilà, c'est un objet inerte, je l'utilise, c'est un outil, je l'ai construit, je l'ai acheté, ou quelqu'un en tout cas l'a fabriqué. En général, tout ce qu'on a autour de nous, essentiellement, sauf si on est dans la nature, il y a beaucoup de choses de construites autour de nous. Eh bien, chacune d'elles, chacune de ces objets, de ces molécules, dedans, aurait un niveau de conscience. Voilà, c'est quand même assez particulier. Seth va d'ailleurs l'exprimer à sa manière, phrase suivante, en disant « Vous vous trouvez donc au beau milieu d'un vacarme vital, permanent, d'un ensemble changeant d'énergie consciente. » Donc je répète, il utilise les mots, donc un vacarme vital permanent, pour illustrer cette notion de conscience qui s'exprime. Un ensemble changeant d'énergie consciente. Alors, on sait effectivement depuis, oui, effectivement, les matières changent en permanence, ne serait-ce que parce que les électrons bougent, enfin, donc les atomes, c'est quelque chose de très mobile, que même finalement il y a des états, un petit peu, les atomes sont dans des états différents, un petit peu en permanence. On sait même que les atomes clignotent. Une partie du temps, ils sont là, une partie du temps, ils ne sont pas là, là où on les attendrait en tout cas. Donc visiblement, toute la matière autour de nous clignote. Quand un atome n'est pas là, on ne sait pas où est-ce qu'il est. On sait juste qu'il n'est pas physiquement décelable à tel endroit, alors qu'il devrait y être. Bon. Donc il y a quelque chose effectivement de, oui, de changeant,
voilà, on sait que la matière est en permanence en train de bouger, et pas seulement les gaz, par exemple, quelque chose, ou les liquides. On voit que c'est quelque chose de beaucoup plus changeant. On sait que si on met, je sais pas, une goutte de d'encre dans un verre d'eau, il me semble que spontanément, tout seul, alors peut-être avec la conduction, la convection, pardon, c'est-à-dire les mouvements spontanément des molécules, en tout cas, l'encre, il me semble que petit à petit, elle va se mélanger. Hein. Si c'est quelque chose de soluble, hein, des matériaux bien sûr qui sont solides, vont au contraire petit à petit tomber dans le fond. Hein. Mais donc là, c'est la gravité terrestre qui est une force plus forte que les mouvements qu'on peut avoir. Euh, mais sinon, on a des éléments qui se déplacent en permanence. Un tatouage, par exemple, sur la peau, eh bien, l'encre au début, elle est très propre. Hein. C'est vraiment très précis. Ça a été marqué dans des cellules particulières, l'encre. Et alors, j'en ai parlé un jour avec un tatoueur. Il m'avait dit, mais oui, oui, on sait avec lui en tout cas, avec son expérience, il m'a dit, mais je sais quel est l'âge d'un tatouage avec le côté flouté. Ça. Voilà. Il était même spécialiste, lui, pour reprendre les anciens tatouages qui avaient un petit peu diffusé comme ça, où l'image était devenue un petit peu floue, pour les reprendre et refaire quelque chose joli avec, en utilisant cette notion de mouvement. Alors, là, l'exemple que je donne, on va me dire, oui, effectivement, on parle de cellules vivantes. Bon, donc, heureusement qu'un tatouage, en tout cas, que les pigments migrent, mais je sais que sur un tableau Velleda, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous laissez une inscription, vous écrivez avec le feutre Velleda, si vous laissez trop longtemps, alors je ne sais pas combien de semaines ou de mois, hein, mais en tout cas, au bout d'un moment, vous aurez beau essayer d'effacer, il y a une partie des pigments qui sont rentrés dans le tableau. Hein, vous avez beau mettre de l'alcool, tout ce que vous voulez, il y a une partie des pigments qui ont définitivement migré à l'intérieur. Donc il y a des échanges, je ne sais pas à quel niveau c'est, atomes, molécules, je ne sais pas. Euh, a priori, les pigments, ce sont des molécules, en tout cas, donc qui vont migrer. Donc, même dans la matière solide, alors c'est une échelle de temps qui est différente de ce qu'on peut imaginer comme mouvement, mais voilà, toute la matière autour de nous bouge en permanence. Donc lui, il utilise le mot d'ensemble changeant d'énergie consciente. En tout cas, voilà, c'est un peu ma manière, moi, d'illustrer ce morceau de phrase. Et il dit ensuite que, et vous-même, hein, vous êtes physiquement composé de cellules conscientes qui portent en elles l'accomplissement de leur propre identité. C'est quand même assez étonnant de se dire que chaque cellule, elle a, s'il parle d'accomplissement, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de, oui, de finalité, de rôle. Chaque cellule, elle vient pour faire quelque chose dans notre corps. Présenté comme ça, d'ailleurs, oui, ça a du sens. Hein. Les cellules dans l'estomac, par exemple, il y en a qui sont spécialisées pour créer de l'acide et le rejeter dans l'estomac. Oui, c'est leur rôle, elles le font. Une cellule sur un os, eh ben, son rôle, il me semble, une partie en tout cas, vont mourir pour former quelque chose de solide, la partie os, et d'autres vont rester vivants pour alimenter à l'intérieur. Il y a des vaisseaux sanguins, il y a toute une circulation. Euh, c'est pareil, les cellules qui vont créer la kératine, qui vont former les ongles et les cheveux, et ben voilà, elles ont leur propre fonction, elles créent des protéines. Hein. Beaucoup de cellules créent des protéines hein, dans le corps. Euh, et la création de ces protéines, ça vient directement de l'ADN. C'est des gènes qui vont s'exprimer. Donc effectivement, là, par rapport à ce que ça explique que nos cellules, donc il parle d'accomplissement de leur propre identité, oui, les cellules, nous sommes des êtres multicellulaires où les cellules se sont spécialisées chacune, c'est-à-dire qu'elles auraient du mal à vivre toutes seules, de manière indépendante. Il y a bien besoin de certaines cellules qui forment un cœur, d'autres cellules qui vont former les vaisseaux sanguins, d'autres qui vont former l'intérieur du sang, hein, des cellules pour l'immunité, d'autres qui vont porter l'oxygène,
ou le CO2, enfin, voilà, il y a tous les fonctionnements, le plasma, etc. La lymphe, les cellules qui vont nous régénérer si on se coupe, hein, qui vont cicatriser, etc. Euh, donc toutes les cellules dans le corps, elles ont leur propre fonctionnement, leur propre rôle. Et si on la sort à un globule rouge, on le sort en une boîte à pétri, je crois qu'il fait plus grand chose. Alors il va se remplir d'oxygène et puis c'est tout. Voilà, il faut le nourrir en tout cas pour qu'il puisse continuer à vivre, mais s'il n'est pas dans un fonctionnement, son rôle il s'arrête là. Donc oui, nous avons plein de cellules qui sont toutes spécialisées et qui ont leur propre identité, leur propre fonctionnement. Bon, ça peut être une manière de comprendre en tout cas ce qu'il explique. Mais lui, il en parle en termes de conscience. Donc c'est ça qui est particulier. Alors là, peut-être que aussi, là, on va retrouver ça dans l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est une science qui étudie la manière dont les cellules vont exprimer plus ou moins finalement les gènes en fonction de leur environnement ou de stimuli, en tout cas, si j'ai bien compris. Moi, les exemples qu'on m'avait donnés, c'était par exemple une plante qu'on va arroser avec un petit peu de vinaigre, va réagir à ce vinaigre, et du coup, il me semble qu'après, la personne qui n'avait pas d'expérience, elle disait que, mais après, elle pouvait plus facilement supporter un manque d'eau, la plante. Donc elle supportait une sécheresse, en fait. Donc c'est un, un stimuli extérieur. Donc là, c'est voilà, présence de vinaigre. Donc le rapport entre le vinaigre et supporter la sécheresse, je l'ai pas exactement en tête. Peut-être que le stress du vinaigre, la création de vinaigre, faisait que la plante pouvait limiter sa consommation de liquide qui était autour, parce que le vinaigre n'était pas un liquide peut-être adapté aux racines, à l'alimentation de la plante, et que donc elle pouvait ensuite plus facilement limiter la consommation d'eau, entre guillemets. Bon, là je mets tout ça vraiment entre parenthèses, hein. Je redis, je l'ai marqué un petit peu en commentaire, en phrase dans les dernières vidéos, par écrit. Moi, je ne cherche pas à faire de cours de sciences précis, hein. J'essaie d'illustrer avec des connaissances que j'ai sans forcément préparer longuement chaque page que je vais vous lire. Là, j'essaie de me rappeler un petit peu dans les exemples que j'ai de ma vie, ce que j'ai appris, expérimenté ou lu dans des articles. J'essaie de vous donner des exemples un petit peu parlants de ce à quoi ça peut faire référence. Bon, des fois ça va manquer un petit peu de côté scientifique, de rigueur en tout cas. Mais si vous êtes intéressé, je pense maintenant avec des outils de recherche qu'on a sur Internet, vous retrouverez facilement des détails plus précis. Donc en tout cas, 7 parle de cette notion de conscience, donc quelque chose qui réagit. Donc l'épigénétique, c'est se dire que une cellule, avec pourtant le même bagage génétique, en fonction de ce qui se passe autour d'elle, elle va euh, créer des protéines différentes, c'est-à-dire qu'elle va exprimer euh, différents euh, gènes, elle va exprimer des gènes qu'elle a de manière plus ou moins régulée. Elle va donc créer les protéines qui sont directement issues euh, de l'ADN, mais elle va adapter soit la quantité, soit la qualité, peut-être la forme des protéines. Là, voilà, je ne sais pas exactement, je ne vais pas m'aventurer plus sur ce sujet-là, mais en tout cas, elle est capable de réagir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on pouvait avoir une image qu'une cellule, elle savait juste émettre des protéines, hein, essentiellement. On va dire, je résume. Mais en tout cas, elle exprimait son code génétique de manière très stricte, très simple. L'épigénétique montre que c'est plus complexe que ça et que les cellules vont donc apprendre à s'adapter à ce qui se passe autour d'elles pour donc émettre des molécules peut-être différentes en fonction du milieu. Donc on voit que la cellule elle-même, elle a quand même une certaine réaction.
hein, parce que le fonctionnement exact, je ne sais pas si c'est vraiment connu, mais en tout cas pour le moment je ne peux rien vous en dire. Mais en tout cas, la cellule va donc avoir un comportement différent selon le milieu dans lequel elle se trouve. C'est peut-être une première forme de conscience déjà. En tout cas, il y a peut-être tout un cheminement un petit peu automatique, mais quand on parle d'intelligence artificielle, les premières intelligences artificielles, c'était un petit peu des programmes finalement. C'est s'il se passe ça, tu réagis comme ça. Euh, le Graal de l'intelligence artificielle, c'est en fait de créer une intelligence qui est capable de s'auto-alimenter, de créer petit à petit ses propres réflexions et d'apprendre. Hein, et pas seulement, euh, c'est un programme qu'on va baser sur, on lui fait ingérer, je sais pas, 10 000 données, et à partir de ces 10 000 données, elle peut créer des nouvelles données qui vont rentrer dans le même modèle que ce qu'on lui a rentré au départ. Je sais pas si je suis clair dans ce que j'exprime, mais les premières intelligences artificielles, en tout cas, c'était ça, c'est-à-dire qu'il fallait les alimenter avec un panel de données assez importantes. Alors maintenant, avec les moteurs de recherche, on peut en créer beaucoup. Il y a un film d'ailleurs qui parle de ça, qui s'appelle Ex Machina. C'est la création d'une intelligence artificielle et le créateur, voilà, il exprime ça très bien. Il dit, oui, je suis allé chercher finalement dans, ce serait la moteur de Google. Enfin, dans le film, il utilise d'autres noms, mais ce serait voilà l'équivalent de Google, en tout cas dans la vraie vie. C'est comme si on utilisait toutes les informations sur les personnes qui utilisent Google pour pouvoir remplir la mémoire et la manière dont va réagir l'intelligence artificielle. La question c'est est-ce que l'intelligence artificielle elle en reste là, donc juste c'est une sorte de préacquis, ou est-ce qu'elle est capable à partir de là de continuer à réagir avec des nouvelles données pour créer des nouvelles informations, des nouvelles réactions. Bon. Là en tout cas dans l'exemple qu'on donnait, la cellule elle va réagir. Est-ce que c'est un programme simple? Si tu mets du vinaigre, elle va mieux résister à la sécheresse. Ou bien est-ce que c'est la plante qui va apprendre elle-même finalement, ou la cellule? Voilà, la question est un petit peu en suspens, mais en tout cas, il y a une certaine forme, j'ose appeler ça, de conscience, en tout cas d'action-réaction par rapport à un phénomène. Seth, en tout cas, donc, comme je disais, il disait qu'on était physiquement composé de cellules conscientes, hein, qui portent en elles l'accomplissement de leur propre identité, et qui vont, il rajoute par la suite, elles collaborent de plein gré pour former la structure corporelle de votre corps physique. C'est-à-dire que là, il est en train d'expliquer que chacune de nos cellules a son propre fonctionnement, ses propres réactions, son propre programme, et que volontairement, entre guillemets, hein, en tout cas les cellules par symbiose ont décidé de vivre ensemble pour créer un être plus global, hein, qu'on va appeler un être humain, qui est composé de milliers, millions, milliards, je ne sais pas, de cellules. Certaines d'ailleurs ont notre code génétique et sont des cellules qui viennent de nos parents à la base, de l'œuf en tout cas original qui s'est multiplié. Et d'autres cellules, on les a récupérées autour de nous, ou également ça vient de nos parents, dans notre système digestif notamment, sur notre peau, à différents endroits dans notre corps qui ne sont pas propres à notre corps, qui n'ont pas notre code génétique, mais qui font que nous fonctionnons. Hein. Et il y a même, si je me souviens bien, plus de cellules, hein, notamment des virus, des bactéries, des champignons. Il y a plus de cellules, parce qu'elles sont plus petites aussi, hein, dans notre corps qui ne portent pas notre code génétique que de cellules qui sont porteuses de notre ADN. En tout cas, il y a cette collaboration. Euh, bon, c'est donc en tout cas une manière possible d'expliquer, ou en tout cas de mettre une image un petit peu plus concrète sur ce que Seth vient d'expliquer. Et avant de faire la pause, moi il me vient un petit peu en tête un autre exemple qui peut être plus parlant, c'est la fourmilière ou les abeilles, la ruche. C'est-à-dire que on parle souvent d'entité globale. Hein. Une fourmilière, c'est un ensemble vivant
qui a besoin de chacun des éléments individuels, de chacune des fourmis. Chaque fourmi, effectivement, a son propre fonctionnement, ou sa propre conscience, en tout cas sa propre réaction, et c'est bien parce que l'ensemble a décidé de s'unir que ça peut fonctionner. Là, il n'y a qu'un seul individu qui se reproduit. Donc c'est assez particulier. Mais ça permet de faire vivre l'ensemble. Donc, quelque part, j'ai l'impression que, à un certain niveau, en tout cas, Seth parle de ça. Je pense qu'il parle à une échelle plus large, mais on peut déjà retrouver, en tout cas, dans les exemples que je viens de donner, quelque chose de concret qui se rapprocherait, en tout cas, quelque chose qu'on peut comprendre et percevoir. Voilà, on arrive bientôt à 1 heure là de la première partie de cette séance de guidage. Je vous propose de faire une pause et